Dans cette vidéo, je vous explique selon moi ce qu'il faut faire pour sauver la société humaine telle qu'on la connaît. J'ai même créé un outil pendant toute l'année dernière pour essayer de mettre ça en place. Je vous explique ça vers la fin de la vidéo. C'est parti. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que beaucoup de problèmes viennent de la désinformation ou la mésinformation des masses. On voit de gros problèmes, par exemple le dérèglement climatique ou dans une élection, il y a un programme qui bénéficierait à 80% de la population, même s'ils étaient égoïstes et qui ne votaient que pour leurs intérêts individuels, et qu'au final ce programme-là ne gagne que 20% des scrutins. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont désinformés ou mésinformés sur plein de sujets, et que ça crée des situations folles. Mais du coup, pourquoi ces gens sont désinformés, sont mésinformés, pourquoi d'autres personnes ne le sont pas, ou pensent ne pas l'être? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a qui ont accès à la vérité et d'autres non? Regardons un peu la notion de vérité, parce que personnellement, je pense que la notion de vérité n'a pas trop de sens. Du point de vue d'une vie, d'un humain, on peut appeler certaines choses des vérités, mais du point de vue philosophique, considérer que quelque chose est la vérité n'a pas trop de sens. Devant qui? Qui va nous dire oui c'est vrai, c'était bien la vérité? Quand on regarde des choses qui semblent être la vérité, par exemple le soleil se lève tous les matins, quand on creuse un peu on se rend compte qu'il y a beaucoup de langage qui enrobe tout ça. Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi est-ce qu'on est sur une planète? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le soleil? Pourquoi est-ce qu'il y a la gravité? Et toutes ces choses-là on va pas savoir les expliquer. Et même le concept que quelque chose qui s'est passé pendant des jours et des jours et des jours se reproduira demain, on n'est même pas sûr de ça. À chaque fois que vous croyez avoir une vérité, en creusant un petit peu, vous tombez sur le fait que vous devez accepter des prémices pour pouvoir dire grâce à ces prémices, je peux dire que. Par contre, ce qui peut être correct ou incorrect, et non pas vrai ou faux, mais correct ou incorrect, ce sont des raisonnements. À partir de prémices, c'est-à-dire de choses qu'on prend pour acquis, on peut faire une suite d'étapes pour arriver à une conclusion, et cette suite d'étapes peut être correcte ou incorrecte. Si on se met tous d'accord pour dire que les prémices sont vraies, alors si la suite d'étapes de raisonnement est correcte, la conclusion sera aussi vraie. Ça ne veut pas dire que si la suite d'étapes est incorrecte, la conclusion sera fausse. Mais on ne pourra pas utiliser cette suite de raisonnement pour dire que c'est vrai en tout cas. J'ai soif. Je reviens, j'ai soif. Donc il y a des raisonnements incorrects. Mais on pourrait se dire, mais du coup les raisonnements incorrects, personne ne va les croire. Et en fait, non. Ça, ce serait le cas si les humains étaient des êtres purement rationnels. Or, ils ne sont pas des êtres purement rationnels. Vous vendez les tuyaux à 1 euro et vous avez payé 4 euros pour pouvoir le vendre sur le bon coin. Je comprends toujours pas. Là. Vous voulez en venir où? Et du coup, on peut vous présenter un raisonnement incorrect. Vous êtes d'accord avec les prémices. Donc vous êtes d'accord avec les éléments de point de départ du raisonnement. Le raisonnement lui-même est incorrect et vous allez croire qu'il est correct. Et donc les conclusions vont vous paraître vraies. Et ça arrive souvent, sans que vous vous en rendiez compte. Et ces raisonnements donc incorrects, ils vous trompent, ils trompent votre vision de ce qui est la réalité, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il y a les sophismes qui sont en fait une volonté de vous tromper, et il y a les paralogismes qui sont le fait d'utiliser des raisonnements incorrects sans s'en rendre compte. Parce que vous êtes tellement habitué à entendre des raisonnements incorrects que vous allez vous-même produire des raisonnements incorrects quand vous faites votre propre raisonnement, quand vous essayez de raisonner, d'expliquer des choses à quelqu'un, ou même à vous-même, quand vous réfléchissez dans votre propre tête. Donc ça, c'est des paralogismes parce que ce n'est pas volontaire. Dans les deux cas, moi, je vais appeler ça, pour le reste de la vidéo, des sophismes, même si dans le sophisme, il y a une volonté de tromper. Donc il y a plusieurs types de sophismes. Déjà, il y a les sophismes formels. Alors, quand on regarde le fonctionnement de la logique, il est censé y avoir des étapes de raisonnement et on est capable, avec le seul schéma du raisonnement, sans parler de ce qu'il y a dans le raisonnement, mais avec seulement le schéma lui-même du raisonnement, on est capable de savoir si le raisonnement est correct ou incorrect. Si on décidait de remplacer les prémices de votre raisonnement par des lettres, par exemple A, B, C, D, on pourrait montrer qu'un raisonnement est incorrect. Donc on prend un exemple très simple. Il n'y a pas de fumée sans feu. La fumée implique le feu, d'accord? Si je vois la fumée sortir d'une maison, alors la maison brûle. Ça vous semble correct? Et bien en fait, on peut remplacer la fumée et le feu par A et B. La fumée implique un feu. A implique B. Je vois de la fumée sortir d'une maison, donc A existe. Est-ce qu'il y a B? On avait dit que A impliquait B, donc s'il y a A, il y a B. Donc il y a bien B.
Donc finalement ici, le raisonnement est correct parce que sans même regarder est-ce qu'on parle de fumée, est-ce qu'on parle de feu, etc., on a juste remplacé par des relations entre des prémices, des vérités, etc., et on a réussi à montrer que le raisonnement était correct. Le raisonnement pourrait être incorrect. Par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu, la maison est en feu, donc il y a de la fumée. Est-ce que là, le raisonnement est correct? Remplaçons-le encore une fois par les lettres. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc fumée implique feu, A implique B. La maison est en feu, c'est quoi la maison est en feu? B, c'est le feu. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est il y a B. La maison est en feu, il y a B. Nous, on sait juste que A implique B. Et là, après, on dit il y a B. Donc, est-ce qu'on peut dire B implique A? Non, ça n'a jamais été dit. Le raisonnement est donc incorrect. Donc, vous voyez, là, on ne parle pas vraiment de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. On parle de le raisonnement, est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il est incorrect. De dire à partir de la phrase il n'y a pas de fumée sans feu, la maison est en feu, on ne peut pas conclure qu'il y a de la fumée par un raisonnement logique. Vous voyez le truc? Ok, donc un sophisme formel, c'est quand le raisonnement lui-même, il est incorrect. On peut le montrer juste en regardant les mots qui sont prononcés. On peut montrer que c'est incorrect, c'est à dire la personne dans son raisonnement. Mais il y a aussi des raisonnements informels. Et là, c'est encore plus subtil. Les raisonnements informels, c'est tout ce que la personne dit est correct. Tout ce qu'elle dit au niveau du raisonnement, c'est correct. La personne a bien utilisé des implications logiques, A implique B, etc. pendant tout son raisonnement. Mais au final, quand vous allez interpréter ce qui a été dit, il y a de fortes chances que ce que vous allez interpréter, ce qui n'est pas dit, ce qui est sous-entendu, ça, ce soit incorrect. Ça arrive très souvent. Votre montre doit coûter très cher. Vous dites ça à quelqu'un qui demande une augmentation de salaire, vous voyez? Vous le voyez arriver, vous dites « Ah, votre montre doit coûter très cher, combien elle coûte ?» Là, c'est vrai, elle doit coûter très cher la montre, c'est peut-être. Mais le fait de mentionner ça, alors que la personne vient pour demander une augmentation de salaire, on est en train de sous-entendre que la personne a de l'argent à disposition et donc ne serait pas légitime à en demander plus. Et alors ça arrive tout le temps, les petits sous-entendus comme ça, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces raisonnements-là, ce que dit la personne est vrai, ce que dit la personne est rationnel, mais il y a quand même un élément trompeur, c'est l'élément qui n'est pas dit, mais qui est sous-entendu et que presque tout le monde va interpréter. Donc c'est soumis à jugement, hein, c'est subjectif. Est-ce que là, il y a eu de la manipulation? Est-ce qu'il y a eu un sophisme informel? Mais des fois, c'est gros. Des fois, ça apparaît. Des fois, on ne peut pas passer à côté. Souvent même, on peut conclure qu'il y a quelque chose qui a été utilisé. Et en règle générale, normalement, si vous faites attention, vous pouvez éviter les malentendus. Donc normalement, c'est votre responsabilité de ne pas laisser ces choses-là apparaître dans la conversation. Quelqu'un qui fait exprès que ça soit présent dans la conversation peut essayer de vous manipuler ou de manipuler le groupe, justement. Voilà, donc il faut faire attention avec ça. Pourquoi est-ce que les raisonnements incorrects fonctionnent? Pourquoi est-ce que les raisonnements trompeurs fonctionnent? Pourquoi les gens sont manipulables? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les êtres humains ne sont pas des êtres purement rationnels. En fait, quand on réfléchit, nous ne sommes pas des machines qui traitons les informations avec des 0 et des 1. Nous sommes des humains avec des cerveaux qui traitons les informations de manière très étrange. On a du mal à expliquer comment ça se passe là-haut. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire la manière même de réfléchir comporte des erreurs dans notre cerveau. C'est-à-dire naturellement, vous naissez non rationnel, vous naissez avec des biais de raisonnement. C'est des choses qui sont soit utiles parce qu'elles permettent de ne pas avoir à réfléchir pendant des heures sur des sujets et juste elles permettent de faire des généralisations qui nous permettent de vivre au jour le jour, vous voyez? Soit juste des fois c'est des erreurs fondamentales de raisonnement qui sont présentes comme ça. Par exemple, on a du mal à juger un événement s'il est proche de nous ou loin de nous, on ne le gère pas de la même manière. Pareil si c'est quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. De la même manière si c'est un événement qui arrive après qu'on soit énervé ou après qu'on soit heureux. On va pas traiter l'événement de la même manière selon notre état émotionnel. Et il y a plein de biais qui existent. Je vous montre une carte là de tous les biais cognitifs qui existent. Il en existe encore peut-être plus. Et en fait, du coup, tous ces biais cognitifs font que quand les gens vous parlent, ils ont la possibilité de les exploiter. C'est-à-dire de créer un contexte dans lequel votre raisonnement, qui est biaisé, va accepter des erreurs, des tromperies, tous les sophismes dont on a parlé précédemment. Donc, on ne naît pas rationnel, on le devient, et encore, on ne le sera jamais complètement. Mais c'est par nos expériences et
nos apprentissages qu'au fur et à mesure, notre raisonnement devient de plus en plus rationnel. Il faut vraiment faire un effort pour interpréter et s'exprimer de manière rationnelle. Mais du coup, pourquoi ça sert à quelque chose de faire ce travail? Pourquoi c'est bien de connaître les biais cognitifs, c'est bien de connaître les raisonnements fallacieux et les sophismes, etc. Premièrement, vous-même, dans votre réflexion, en fait, ce que vous faites, c'est des raisonnements. Donc si les raisonnements vous-même que vous faites dans votre propre tête, vous ne les faites pas de manière rationnelle, il y a de fortes chances que vous soyez complètement paumé dans les choix que vous allez faire. Et ça, c'est assez triste quand même que les gens se font eux-mêmes des raisonnements manipulatoires dans leur propre tête quand ils réfléchissent à leur vie. Je pense que déjà ça c'est le meilleur truc, d'avoir la capacité d'avoir une lucidité sur nos propres réflexions. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est dans les échanges au quotidien avec les gens autour de vous. Premièrement, de se rendre compte que nous sommes une part du problème. Tout le monde fait des petits raisonnements incorrects au quotidien, il n'y a pas de souci. Mais des fois, sans vous en rendre compte, vous faites des choses qui vont pas. Et vous le savez même pas parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre que c'est des raisonnements fallacieux. Mais tout simplement, si vous tenez aux gens autour de vous, vous rendre compte de qu'est-ce qu'est un raisonnement rationnel, qu'est-ce qu'est un raisonnement fallacieux, vous permet d'arrêter de, par exemple, faire des appels à la popularité, des appels à la pratique courante, des appels à la tradition auprès de vos proches, qui les met dans l'embarras, qui les met dans des situations qui ne voulaient pas qu'ils soient dans ces situations-là. Ça, c'est cool pour pas vous être un poids autour de vos proches, mais aussi pour pas que vos proches soient un poids pour vous. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, bien sûr. Mais la capacité de créer une autodéfense pour que toutes les informations qui vous arrivent, vous soyez capable de les bloquer quand elles sont juste irrationnelles, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que vous allez de la télé, des réseaux sociaux et des gens autour de vous, vous allez avoir énormément d'informations qui vont vous arriver. Et si vous n'avez pas ces capacités-là à détecter qu'est-ce qui est correct, incorrect au niveau du raisonnement lui-même, je ne parle même pas des prémices, je parle au niveau du raisonnement lui-même, eh ben vous allez accepter beaucoup de n'importe quoi. Hein. Et en plus, une fois que vous l'avez détecté, une fois que vous avez détecté qu'une source d'information est incorrecte au niveau du raisonnement, genre 90% du temps, vous pouvez juste la couper de votre flux d'informations en fait. Ça va vous faire gagner du temps. Des fois, ça peut même vous faire gagner des années de vie où vous n'avez pas à interagir avec des gens malicieux, manipulatoires. Et donc, c'est mieux de l'apprendre d'une manière douce que d'une manière dure. On n'a pas envie de s'en rendre compte après 10 ans de relations toxiques. On a envie de s'en rendre compte le plus vite possible pour pouvoir ne pas avoir ça dans nos vies en fait. Et c'est là que ça devient viral. C'est là que ça devient viral, pourquoi? Parce que quand vous allez arrêter de faire des raisonnements trompeurs, que vous allez commencer à faire des raisonnements de qualité, et que les gens qui font des raisonnements trompeurs autour de vous, vous allez avoir la capacité de leur répondre « Non, fais attention, le raisonnement que tu avances n'est pas le bon pour cette raison-là » et que vous allez être capable de dire pourquoi, que vous allez pouvoir l'expliquer de manière pédagogique. À partir de là, vous allez être une personne qui répand de l'information autour du fonctionnement du raisonnement. Vous propagez une manière de penser. Et quand on propage une manière de penser, ça a un impact qui s'accumule. Parce que chaque personne autour de vous qui va commencer à assimiler des raisonnements corrects et qui va commencer à remettre en question les raisonnements incorrects, va, au niveau même de ses propres raisonnements, commencer à produire des raisonnements de meilleure qualité. Et va elle-même propager les raisonnements corrects et empêcher la propagation de raisonnements fallacieux. Donc là, il y a un vrai aspect de viralité et il suffirait qu'une bonne partie de la population propage ces raisonnements corrects et arrête les raisonnements fallacieux pour que cette viralité devienne exponentielle et que toute la population un jour soit atteinte par le concept de ne pas faire des raisonnements trompeurs. Ça y est, je veux plus faire de raisonnement trompeur, je veux apprendre à propos de tout ça, là, les biais cognitifs, tous ces trucs-là. Comment on fait? Alors, c'est là qu'il y a un problème. Personnellement, j'ai eu dans mes onglets de favoris 2-3 ressources de très bonne qualité sur quels sont les biais cognitifs, quels sont les raisonnements trompeurs. Mais c'est resté dans mes favoris pendant des années. J'en ai lu un petit peu. Et après, je me suis dit, un jour, ça serait bien que j'aille là-dessus et que j'apprenne un peu plus à propos de ça. Il y a aussi du contenu sous forme de vidéo, qui est pas mal aussi. Mais que ce soit du contenu académique ou ce genre de contenu, c'est des choses qui sont déjà passives. C'est-à-dire que vous n'allez pas activement essayer de mettre ça en application. Et en plus, c'est puissant, c'est-à-dire que si vous donnez les moyens, vous allez voir tout ce contenu académique, que vous allez sur Wikipédia, que vous allez voir toutes ces vidéos, c'est puissant, c'est-à-dire que ça va vous donner des bonnes fondations, mais il y a peu de chances que si vous partagez ça à quelqu'un, la personne, elle le fasse aussi, elle va lire tout ça, etc., etc. Donc moi, j'ai essayé, je me suis dit, allez, je vais essayer de créer un contenu
qui soit ludique et qui pousse les gens à apprendre plus à propos de ces raisonnements fallacieux, des raisonnements trompeurs, mais en plus, qui entraîne les gens à les détecter. J'ai fait un jeu qui s'appelle Fallacy Quiz, qui vous permet en fait de voir une série de phrases, et chaque phrase, vous devez dire si elle est trompeuse ou non. Et en plus, il y a un mode dans lequel vous devez dire exactement quel type de sophisme est employé. Vous pouvez aller dans un petit livre qui contient l'explication de chaque type de sophisme, et même une manière de réagir si quelqu'un vous présente ce type de sophisme dans la vie de tous les jours. Et alors, franchement, les retours sont très positifs. Les gens m'ont dit que eux-mêmes, dans leur vie de tous les jours, ils commençaient à les détecter. Donc ça, c'est exactement le but que je voulais. Mais en plus, j'ai mis un mode multijoueur dans le jeu. Donc, l'idée, c'est que quand il y a des gens qui viennent vous voir, vous les piégez en fait. Ils viennent vous voir et vous dites « Venez, on fait un petit jeu comme un petit jeu de société ». Et vous partez pour une soirée entière de débat. Alors, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, les gens prennent pour prétexte les phrases qui s'affichent à l'écran et vont avoir des débats sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Ça crée de la discussion, c'est fou, j'ai réussi à créer un contexte dans lequel les gens vont parler d'idées et non pas de un tel ou un tel a fait ci, un tel ou un tel a fait ça. Non, je vais réussir à vous forcer à avoir des débats un peu constructifs. Je l'ai vu en action, il y a des gens qui sont venus, qui se sont dit « Ah, on va tester le jeu ». Et en fait, au bout d'un moment, ils testaient plus le jeu, ils étaient juste en train de parler entre eux et c'est super. Si vous voulez, le jeu, il est en vente là sur Steam. Et si ça vous plaît, faites-le moi savoir, ça me fera plaisir. Voilà, j'ai essayé de faire ma part avec ce petit jeu. Je pense qu'on peut avoir des raisonnements de plus en plus rationnels en tant que société, qu'on peut nous-mêmes bloquer les raisonnements trompeurs, c'est-à-dire qu'on reçoit un raisonnement trompeur, expliquer en quoi il n'est pas trompeur. Non, attendez. Expliquer en quoi il est trompeur. Dire clairement en quoi il est trompeur. Expliquer pourquoi et faire de la pédagogie à ce moment-là. Et en plus, nous-mêmes, vu qu'on a bloqué l'information, on ne va pas la répéter derrière à d'autres gens. Et donc, on est un rempart. Et on doit grandir les rangs. Et un jour, je suis sûr que quand il y aura un sujet public de grand intérêt, comme des élections, ou comme une pandémie, ou comme le dérèglement climatique, on aura réussi à créer un mouvement qui nous permettra d'avoir un raisonnement rationnel et de faire les bons choix en tant que société. Mais ça se construit, c'est une bataille et on doit mener cette bataille logique et rhétorique. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.